Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Tout le monde à Crelitech connaissait Victor Langford. Depuis 15 ans, il régnait sur l'entreprise comme un seigneur sur son fief, imposant ses règles avec un mélange d'intelligence glaciale et d'autorité brutale. Grand, élégant, regard perçant, toujours tiré à 4 épingles dans ses costumes italiens, il imposait le silence dès qu'il entrait dans une pièce. Même ces silences étaient lourds de conséquences. Une remarque mal formulée ou un doute exprimé pouvait suffire à enterrer une carrière. Sa devise ? On n'élève pas une entreprise avec des sentiments, mais avec des décisions. Et personne n'osait la remettre en question. Sous sa direction, Crelitech avait connu une croissance fulgurante. L'entreprise s'était hissée au sommet du secteur des technologies de l'IA embarquée, collaborant avec des géants de l'automobile et de la défense. Les actionnaires étaient ravis, les chiffres trimestriels donnaient le vertige, et les médias financiers le surnommaient « le stratège de la Silicon Prairie ». Mais derrière ces trophées en vitrine, l'intérieur de l'entreprise se fissurait. Le turnover des employés atteignait des sommets, particulièrement chez les jeunes talents issus des minorités ou les femmes dans des postes à responsabilité. Des promotions retardées sans explication, des réunions où les voix féminines étaient systématiquement interrompues, des regards échangés quand une ingénieure osait contredire un directeur. Le sexisme n'était jamais dit, mais toujours ressenti. Le racisme, lui, prenait des formes plus sournoises, commentaires innocents, doutes sur la compétence de certains profils, et un manque flagrant de diversité dans le haut de la pyramide. Victor ne voyait rien de tout cela. Pire, il s'en moquait. À ses yeux, seules les performances comptaient. Si vous êtes bon, vous serez vu. Point. Une phrase qu'il répétait souvent en conseil, en oubliant qu'il avait lui-même été porté, jeune, par un réseau d'amis d'université blancs et fortunés. La hiérarchie chez Crelitech était aussi rigide qu'un organigramme militaire. Aucune innovation ne pouvait être proposée sans passer par 3 niveaux d'approbation. La peur de l'échec paralysait la créativité. Les cadres ne prenaient plus d'initiative. L'entreprise fonctionnait comme une machine, efficace mais sans âme. Mais ce que Victor ignorait, c'était que Onyx Holdings, le groupe multinational qui détenait Crelitech, avait changé de philosophie. Depuis 2 ans, le conseil d'administration d'Onyx, lassé des scandales internes dans plusieurs de ses filiales, avait entamé une restructuration silencieuse, audit des pratiques RH, étude de la culture d'entreprise, et surtout, remplacement progressif des dirigeants les plus rigides. Leur objectif n'était plus uniquement le profit immédiat, mais la durabilité éthique, humaine, sociale. Et au cœur de cette nouvelle stratégie se trouvait un nom, encore inconnu de Victor, Amaya Williams. Directrice brillante, stratège discrète, elle avait fait ses preuves en redressant 3 entreprises en crise en moins de 5 ans, tout en instaurant des environnements de travail respectueux et inclusifs. Harvard, MIT, puis le terrain. Elle n'avait pas le CV de ceux qu'on remarque tout de suite. Mais chaque entreprise qu'elle touchait renaissait avec une énergie nouvelle. Elle n'était pas seulement compétente. Elle incarnait le changement. Et désormais, son regard était tourné vers Crelitech. Pas pour observer de loin. Pas pour suggérer des réformes. Mais pour prendre les commandes. Le lundi matin, sous un ciel gris d'automne, Amaya Williams poussa la lourde porte vitrée du bâtiment principal de Crelitech. L'immeuble, fait d'acier brossé et de verre fumé, dominait l'avenue comme un bastion du pouvoir moderne. Tout, dans cette architecture, transpirait la rigueur et le contrôle, les lignes froides, l'éclairage blanc, les badges électroniques aux poignets de chaque employé. Une atmosphère aseptisée, silencieuse, presque militaire. Amaya avançait d'un pas sur mais discret, vêtue d'un tailleur beige sobre, ses cheveux nattés soigneusement relevés en chignon. Elle portait une petite valise à roulettes et une sacoche fine en cuir brun. Aucun bijou ostentatoire. Pas de maquillage criard. Rien ne la distinguait d'une employée ordinaire. Et c'était exactement le but. Car personne ne devait savoir quelle était en réalité la nouvelle directrice exécutive, nommée 3 jours plus tôt par le conseil d'administration d'Onyx Holdings. Elle avait insisté pour ne pas entrer par la grande porte ni donner d'instructions à distance. Elle voulait voir de ses propres yeux,
ressentir la culture de l'intérieur, et surtout comprendre comment on traitait ceux qui ne portaient pas de titre pompeux. Ce n'était pas un simple caprice de dirigeante, c'était une stratégie. Une immersion. Un test. Et, pour ceux qui la jugeraient sur son apparence, un avertissement silencieux. À peine avait-elle franchi le hall principal qu'une voix sèche la coupa dans son élan. « Vous cherchez quelque chose ?» Amaya leva les yeux. Victor Langford se tenait là, les bras croisés, le regard tranchant comme une lame. Il l'avait repéré de loin. Il faisait toujours ça avec les nouveaux venus. Il n'aimait pas ce qu'il ne contrôlait pas. « Je suis Amaya », dit-elle avec calme. La nouvelle assistante, affectée au service exécutif. Il la détailla sans répondre immédiatement. Ses yeux parcoururent son tailleur, ses chaussures, ses traits, ses mains. Puis il esquissa un sourire sans chaleur. RH fait vraiment n'importe quoi. Une assistante ? Personne ne m'a consulté. Il ne sortit pas son téléphone, ne consulta pas son agenda, ne demanda aucun document. Il avait déjà décidé. Je n'ai pas besoin d'assistante. Et certainement pas aujourd'hui. Allez voir les RH. Dites-leur qu'on ne vous garde pas. Il tourna les talons sans attendre de réponse, comme s'il venait de jeter un dossier sans importance à la corbeille. Un silence pesant suivit son départ. Amaya ne bougea pas immédiatement. Elle inspira profondément, sans ciller, puis esquissa un mince sourire. Non pas par défi, mais par lucidité. Elle venait d'assister, en moins de 2 minutes, à la preuve vivante du problème qu'elle était venue résoudre. À peine une minute plus tard, le « ding » métallique de l'ascenseur retentit dans le hall vitré de Crélitech. Les portes coulissèrent lentement, presque solennellement, révélant 3 silhouettes que personne n'attendait. En tête, Martin Brigg, vice-président du conseil d'administration d'Onyx Holdings. Grand, cheveux argentés, expression fermée. Il tenait sous le bras un dossier en cuir noir, symbole des décisions qui ne laissent pas de place au débat. À sa droite, Laura Sterling, directrice juridique d'Onyx. Toujours impeccablement vêtue, elle observait les lieux avec un calme chirurgical. Son regard allait de badge en badge, de posture en posture, comme si elle enregistrait chaque détail de la scène. Derrière eux marchait Michael Torres, PDG d'Onyx Holdings. La légende du secteur. Ancien fils d'immigrés, self-made man au regard perçant, connu pour sa vision humaine du pouvoir et sa capacité à trancher sans trembler. Sa simple présence dans ce hall fit frissonner les plus anciens employés. Victor Langford, qui s'apprêtait à entrer dans l'ascenseur, s'arrêta net. Son corps se raidit imperceptiblement. Il redressa les épaules et tenta de retrouver le masque qu'il portait si bien, celui de l'homme en contrôle. « Messieurs, dames, dit-il avec un sourire poli, je ne savais pas que vous passiez aujourd'hui. » Quel honneur! Michael Torres ne répondit pas tout de suite. Il s'avança, les mains jointes dans le dos, fixant Victor comme un médecin observe un patient dont le pronostic est connu d'avance. « Victor, dit-il enfin, nous ne sommes pas ici pour une visite de courtoisie. Nous venons annoncer une décision du Conseil. » Victor plissa les yeux, sur la défensive. « Je vous écoute. » Onyx Holdings a nommé une nouvelle directrice exécutive pour Crélitech. Elle prend ses fonctions immédiatement. Elle supervisera désormais toutes les décisions internes de l'entreprise. Un silence tendu tomba. Les quelques employés présents dans le hall firent mine de ne pas écouter, mais leurs oreilles brûlaient. Victor haussa légèrement la voix, trahissant son agacement. « Quoi ? Sans m'en avertir ? Vous ne m'avez même pas consulté. C'est une erreur. » Michael Torres pencha légèrement la tête sur le côté, comme s'il examinait une dernière fois un dossier avant de le refermer à jamais. « Non, Victor. C'est une nécessité. » Il s'écarta alors d'un pas, dévoilant la silhouette d'Amaya, restée jusqu'alors en retrait. Elle s'avança, droite, calme, assurée. Ses talons résonnèrent doucement sur le sol de marbre, chaque pas chargé de sens. Amaya croisa le regard de Victor avec une sérénité désarmante. « Bonjour, Victor. Je suis Amaya Williams. Et à partir d'aujourd'hui, je suis votre supérieur direct. » La stupeur figea le hall tout entier. Victor ne répondit pas.
Il dévisagea Amaya comme si elle venait de sortir d'un mirage. Son visage passa par toute une gamme d'émotions, surprise, déni, colère contenue, et enfin, un doute profond, presque existentiel. Ce moment où l'on comprend que tout ce qu'on croyait maîtriser vient de basculer. Autour d'eux, le silence était devenu presque sacré. Même les machines à café semblaient s'être tues. Laura Sterling prit la parole d'une voix neutre, rompant l'instant. Nous organiserons une réunion avec le conseil à 10 heures. Merci de libérer votre agenda, Victor. Mais Amaya, elle, ne détourna pas le regard. Elle savait que ce moment allait marquer un tournant. Pas seulement pour elle, mais pour toute l'entreprise. Et peut-être, pour Victor Langford lui-même. Les premières semaines furent tout sauf paisibles. Derrière les portes vitrées des salles de réunion et les sourires crispés des couloirs, une guerre silencieuse s'était engagée. Pas une guerre de cris ou de chaos, mais de regards détournés, de dossiers égarés, de mails auxquels on oubliait de répondre. Victor Langford n'acceptait pas ce qui, à ses yeux, relevait d'une double offense, être surclassé par une femme, et pire encore, une femme noire, plus jeune que lui, qui n'avait pas gravi les échelons à l'ancienne. Il voyait en Amaya une menace, un symbole de ce monde nouveau qu'il méprisait sans le comprendre. Chaque jour, il tentait de saboter son autorité, subtilement mais systématiquement. Il critiquait ses décisions lors des réunions exécutives, semait le doute sur ses méthodes auprès des actionnaires, et s'activait dans l'ombre pour manipuler les cadres fidèles à l'ancienne culture hiérarchique, une culture où obéissance aveugle et exclusion silencieuse étaient la norme. Mais Amaya Williams n'était pas venue seule. Elle n'était pas là pour jouer selon les règles écrites par d'autres. Elle avait un plan, une vision, mais surtout, un passé forgé dans l'adversité. Fille d'une infirmière à domicile et d'un ouvrier syndicaliste de Détroit, Amaya avait grandi dans un quartier où chaque succès était arraché à force de courage et de discipline. Très tôt, elle avait compris que le monde ne lui ferait aucune faveur. Elle avait décroché une bourse à Harvard, puis poursuivi au MIT, où elle s'était spécialisée en ingénierie organisationnelle. Mais même là, dans les amphithéâtres prestigieux, elle avait dû faire face aux regards condescendants, aux professeurs qui doutaient de sa légitimité, aux groupes de travail qui l'ignoraient jusqu'à ce que ses idées soient reprises par d'autres, mieux placés dans la hiérarchie invisible. Elle connaissait les réunions où l'on s'adressait à l'homme assis à côté d'elle, comme si elle n'était que l'assistante. Elle connaissait les promotions qui n'arrivaient jamais, sans explication. Mais au lieu de se durcir ou de se courber, elle avait appris à observer, à écouter, et à transformer cette marge imposée en avantage stratégique. Elle avait ensuite bâti, dans l'ombre, une réputation redoutable, celle d'une reconstructrice. On faisait appel à elle quand une entreprise était en crise humaine autant qu'économique. Et à chaque fois, elle réussissait là où d'autres échouaient, non en imposant la peur, mais en faisant émerger l'intelligence collective. Chez Crélitech, elle appliqua la même méthode. Au lieu de s'enfermer dans la tour d'ivoire de la direction, elle descendit dans les étages. Elle organisa des réunions ouvertes avec tous les employés, sans hiérarchie imposée. Elle passa des après-midi entiers avec les techniciennes de maintenance, écoutant leurs idées et leurs plaintes. Elle partagea des déjeuners avec les ingénieurs juniors, ceux qu'on appelait à peine par leur prénom. Elle visita l'open space des stagiaires, et demanda à chacun: « Qu'est-ce que vous changeriez ici si vous en aviez le pouvoir ?» Et elle écouta. Vraiment. Puis elle lança un audit interne complet sur les promotions, les écarts de salaire, les procédures de plainte interne. Elle mit en place une plateforme anonyme pour signaler les abus. Elle publia des rapports transparents sur la diversité des équipes, les augmentations, et même sur les votes internes de satisfaction. Elle refusa les flatteries, valorisa le travail d'équipe, et imposa une règle nouvelle. Ici, la compétence ne porte pas de costume. Elle se prouve chaque jour. Au début, certains ricanèrent. Mais au fil des semaines, quelque chose changea. Des visages jusque-là invisibles prirent la parole. Des talents étouffés retrouvèrent confiance. Des équipes soudées émergèrent là où il n'y avait que des silos. Et bientôt, les résultats suivirent, productivité en hausse, meilleure rétention du personnel, nouvelles innovations déposées, et contrats renouvelés avec des partenaires clés. Pendant ce temps, Victor s'enfonçait dans son bureau. Ses appuis se faisaient plus rares.
Certains cadres qu'il croyait fidèles se rapprochaient désormais d'Amaya. Pas par opportunisme, mais parce qu'ils voyaient en elle une dirigeante qui écoutait et agissait. Puis un jour, le coup de grâce. Un employé du service technique, jeune, discret, mais brillant, déposa une plainte officielle pour harcèlement moral et pression abusive. Il avait tenté de parler à ses supérieurs, sans succès. C'est par la nouvelle plateforme mise en place par Amaya qu'il trouva le courage de tout dévoiler. Amaya ne recula pas. Elle ordonna une enquête indépendante, avec obligation de transparence. Les résultats tombèrent 2 semaines plus tard. Et à la stupeur générale, les preuves remontaient directement jusqu'à Victor Langford lui-même. Email dénigrant. Enregistrement de réunion. Témoignages croisés. Menaces voilées. Ce que Victor croyait être des « techniques de pression normales » étaient désormais considérés comme des abus systémiques, incompatibles avec les valeurs de la holding. Le masque tomba. Et avec lui, l'illusion d'un pouvoir inattaquable. La salle de réunion du 32e étage était plus silencieuse que jamais. Derrière les baies vitrées, le ciel gris semblait suspendu, comme s'il retenait son souffle avec ceux présents autour de la longue table en acajou. Les 12 membres du conseil d'administration d'Onyx Holdings étaient là, visage fermé, dossier ouvert devant eux. À leur droite, Amaya Williams, droite, sereine, entourée de quelques conseillers en conformité et ressources humaines. À leur gauche, Victor Langford, visiblement tendu, une goutte de sueur perlant à sa tempe malgré la climatisation. La réunion débuta par la lecture des résultats de l'enquête. Documents internes falsifiés. Emails intimidants. Témoignages concordants de collaborateurs harcelés. Extraits d'enregistrements audio. Victor tenta d'intervenir. Ces accusations sont exagérées. Vous me connaissez. Je dirige avec fermeté, oui, mais jamais avec malveillance. On confond exigence et oppression. Mais chaque tentative de justification tombait face à la solidité des preuves. Laura Sterling, la directrice juridique, résuma froidement les conclusions. Il ne s'agit pas d'un cas isolé, Victor. C'est un schéma de comportement, répété, étouffé, toléré. Mais plus maintenant. Michael Torres, président d'Onyx Holdings, ajouta d'un ton ferme. L'entreprise ne peut plus porter ce poids. Pas dans ce monde qui change. Pas avec cette équipe qui se reconstruit. Victor, nous attendons votre démission. Victor, blême, croisa le regard d'Amaya pour la première fois depuis le début de la séance. Elle ne triomphait pas. Elle ne jubilait pas. Elle était simplement là, incarnation de ce changement qu'il avait refusé, méprisé, et qui venait de le dépasser. Il baissa les yeux. Signa lentement le document présenté. Puis se leva sans un mot, glissa ses affaires dans une sacoche, et quitta la pièce dans un silence pesant. Personne ne le retint. Dans le couloir, alors qu'il passait devant Amaya, elle l'arrêta doucement d'une voix claire. « Vous m'avez renvoyé sans me connaître. Je ne vous rends pas l'appareil. Je vous laisse partir avec votre dignité. » Elle marqua une pause. « Mais souvenez-vous de ceci, l'ère où le pouvoir écrasait le respect est terminée ici. » Victor ne répondit pas. Il referma la porte sur 15 années d'arrogance. Et laissa derrière lui une entreprise qui n'était déjà plus la sienne. 1 an s'était écoulé. Crelitech avait changé de visage. Dans les couloirs, les visages étaient plus divers, les voix plus libres. Des projets collaboratifs avaient émergé de tous les niveaux de l'entreprise. Des partenariats internationaux avaient été signés avec des startups éthiques. L'entreprise avait mis en place un fonds de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés voulant entrer dans les STEM. Mais surtout, l'atmosphère avait changé. Les employés n'avaient plus peur de poser des questions. Les réunions commençaient à l'heure, et finissaient avec des idées. L'innovation, réelle, n'était plus le privilège d'un cercle restreint, mais le fruit d'un écosystème vivant. Cette année-là, Crelitech fut nommée parmi les 10 entreprises les plus éthiques des États-Unis, saluée pour sa gouvernance transparente, sa politique d'inclusion, et son modèle de leadership transformateur. Dans les médias, on parlait de l'effet Amaya. Mais Amaya, elle, continuait son travail dans l'ombre, refusant les projecteurs. Elle disait souvent:
Je ne suis pas venu pour briller. Je suis venu pour éclairer. Et dans un coin discret du bâtiment, au niveau -1, là où se trouvait autrefois un entrepôt négligé, elle avait fait aménager un espace de repos pour le personnel technique, avec fauteuil confortable, bibliothèque, café et silence. À l'entrée, une plaque discrète, vissée sur le mur blanc, portait cette simple inscription. Là où l'écoute commence, l'innovation naît. Merci, Amaya.